je voudrais souligner la politique de l'ADAPI en matière de construction. Et on peut dire que ces 10 dernières années, elle a beaucoup construit. D'abord, nous voulons du beau pour nos enfants, vous avez pu le constater. Nos établissements ne sont pas comparables à ceux que l'on peut voir de manière traditionnelle. J'ajouterais que le beau n'est pas obligatoirement plus onéreux que le moins bon. Et puis, à noter aussi que l'ADAPI 66 n'a pas l'habitude de dépasser les enveloppes allouées. Ensuite, et c'est un sujet cher à la présidente du Conseil général, Hermeline Malherbe, nos constructions sont écologiques et démontrent la volonté du Conseil général de développer un habitat de très grande qualité pour les personnes handicapées. Mais nous ne nous contentons pas d'une belle coquille. Elles ne sont pas vides tant s'en faut, et très nombreuses activités proposées sont là pour le prouver. Par ailleurs, un rapide historique me semble judicieux, car il décrit le long cheminement d'un projet, de la découverte d'un besoin à sa réalisation. Il explique le long travail effectué auprès des financeurs. Il explique les difficultés des associations. Il explique, hélas, le trop grand nombre d'années nécessaires à son aboutissement. Il explique parfois l'effet cascade, que je vous disais tout à l'heure, des différents projets qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est le cas pour ce foyer de vie Le Libéral à Saint-Estèphe que nous inaugurons aujourd'hui, de l'atelier de vie et d'accompagnement Lava que l'on a vu à Bao, qui se termine, et du foyer d'hébergement qui est mitoyen. C'est une très grande satisfaction pour nos familles que cette création, qui ne comblera qu'une petite partie de manque de place en hébergement, que ce soit en foyer de vie, en femmes ou en masse. Le vieillissement des personnes handicapées mentales ne pourra qu'aggraver cette situation. L'espérance de vie d'un trisomique il y a 30 ans était de 35 ans. Aujourd'hui, il dépasse les 65 ans, on en a même de plus vieux. Et dans une dizaine d'années, on peut penser que les personnes handicapées mentales auront une espérance de vie identique à la population ordinaire. Ce résultat, on le doit autant à la médecine qu'à l'accompagnement, notamment médico-social, de cette population. Il y a peu, nous, parents, nous survivions à nos enfants. Aujourd'hui, ils nous survivent, ce qui est quand même beaucoup plus normal. Mais par contre, ça entraîne de nombreuses inquiétudes de notre part quant à leur prise en charge quand ils deviennent vieillissants. À 60 ans, dit-on, le handicap ne prend pas sa retraite. Et un accompagnement spécifique est nécessaire jusqu'à la fin de la vie des personnes handicapées. Or, aujourd'hui, on ne peut que constater le grand vide dans ce domaine, et les usagers que vous avez pu voir à Bao, ou même ici, ne me démentiront pas. Les foyers de vie, internats ou semi-internats, s'apparentent beaucoup plus à des femmes ou des masses, mais sans les moyens d'accompagnement nécessaires. Il faut médicaliser de plus en plus ces établissements. Permettez-moi de faire une remarque purement comptable. S'il n'y a pas de place pour l'accueillir, que deviendra un adulte lourdement handicapé vivant chez ses parents vieillissants et qui vont disparaître rapidement? Comme solution, il n'y a que l'hôpital spécialisé, à 600 € en moyenne par jour. Il est grand temps de prendre ce problème à bras-le-corps et de financer les structures d'hébergement médicalisées. Je voudrais terminer en soulignant que si les discussions sont parfois passionnées, nous nous félicitons depuis quelques années de l'écoute et d'un réel partenariat avec les services de l'État et du Conseil général. Je remerciais tout à l'heure Pierre Estève, mais je ne veux pas oublier Hermeline Malherbe, qui était chargée des personnes handicapées mentales, des handicapés en général, pardon, avant de devenir, on a tellement travaillé ensemble quand même que je dérape, avant de devenir présidente du Conseil général, et Elie Pitchman qui la remplace aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la ministre, Madame la présidente du Conseil général, Monsieur le préfet, Madame la directrice, je ne le fais pas dans l'ordre. Et c'est pas grave, voilà. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Madame la directrice générale de l'ARS, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les parents, Mesdames et Messieurs les personnes accueillies, mes chers amis, je suis vraiment super heureuse d'être ici à la demande de Jean-Jacques. L'année dernière, quand je suis rentrée d'une visite à La Réunion, j'avais passé 5 jours à rencontrer toutes les familles et dans chaque établissement, à les écouter et à pouvoir leur dire ce qu'on faisait tous ensemble quand on était adhérents à l'UNAPI. J'ai dit à quel point j'étais enthousiaste à l'ensemble du conseil d'administration, et il y en a un qui a dit « Ah bon, ça t'enthousiasme ? Eh ben attends !» Et voilà. Et donc il a programmé ça pour nous.
ces quelques jours. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir le faire. Et je voudrais en profiter pour rendre... tu rougis pas, Jean-Jacques? Pour rendre hommage à Jean-Jacques. Parce que... ouais, ça sera jamais plus rouge, hein, mais, parce qu'en fait, ouais, Jean-Jacques, c'est un peu, vous savez, dans les tontons flingueurs, l'homme de la pampa. Mais l'homme de la pampa, il est super loyal, super engagé, super tendre, comme tous les papas qui savent s'occuper et qui n'abandonnent pas les mamans de leur enfant handicapé. C'est un pitbull, mais je crois qu'il n'y a pas un président qui soit pas pitbull, c'est normal, parce que la tâche est tellement importante que... Et on vous le laisse souvent parce que les transports sont tellement désastreux, malheureusement, qu'il ne peut pas venir suffisamment nous aider sur Paris. Mais voilà, c'est un ami et je voulais que vous le sachiez parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable et il n'y aurait pas tout ça si vous n'étiez pas avec lui et autour de cette personne formidable. Je voulais vous dire aussi que la loi HPST, en 2009, elle a un peu inversé une tendance où, avant, nous, parents, on se mobilisait, on faisait valoir des besoins. Et aujourd'hui, on est dans une autre logique. Et ce bâtiment correspond à cette dynamique de l'époque. Aujourd'hui, on est dans une autre logique où on est dans une logique d'offre. Et on nous dit, voilà, il y a une offre, en espérant que ça corresponde aux besoins. Les besoins, on les connaît au doigt mouillé. Je viens de produire un avis au Conseil économique, social et environnemental sur les personnes en France. Ils sont entre 250 et 600 000. Vous avouerez que même si on n'est pas allé très loin à l'école, on sait très bien que 250 000 et 600 000, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pas la même chose qu'il va falloir faire. Alors heureusement, certains indicateurs là ont été produits récemment par l'adresse. On progresse. Et pour l'UNAPI, l'évaluation des besoins est un axe fort. Et c'est quelque chose que nous allons développer dans l'ensemble des associations grâce aux professionnels pour qu'on ne puisse pas nous opposer l'opposable. Alors ça va être difficile pour tout le monde parce que face à la réalité des besoins, on va tous faire la grimace. Mais comme on est tous convaincus qu'il faut que les droits des personnes soient respectés dans une société plus juste, notre République, on va y arriver. Et de toute façon, j'ai confiance en vous parce que vous êtes complètement déterminés. Donc, non, mais vous ne pouvez pas tout faire, nous non plus. Mais on peut en faire un peu quand même, quoi. Voilà. Donc, oui, Madame Carlotti a très bien compris nos problèmes dès le départ. Mais je crois que c'est son humanité qui lui permet de comprendre beaucoup de choses. C'est important. Voilà, donc nous, on pense qu'une logique d'offre à la place d'une logique des besoins, c'est pas comme ça qu'on arrive à concevoir des innovations qui seraient en dehors de tout guide économique. On a l'impression que du coup, c'est l'économie qui va guider les choses et pas le projet de territoire et pas les besoins sur le territoire. Et ça, je sais que tout le monde est prêt à rediscuter de ça pour que ça ait du sens. Je le sais, donc je suis confiante. Il faut effectivement, j'ai lu en juin avec effroi un droit de réponse, j'ai demandé un droit de réponse à M. Sanchez de l'Audace, qui disait que c'était super la décentralisation, donc oui c'est super, que globalement on répondait beaucoup plus à l'ensemble des besoins, oui globalement, mais chacun d'entre nous est un individu qui a des droits, et même si globalement on fait tous mieux parce qu'on a tous envie de faire mieux, il faut qu'on arrive à répondre à tous et à chacun. Et ce matin, j'étais dans un groupe de travail sur la réussite éducative pour la préparation de la conférence nationale de lutte contre l'exclusion et la précarité. J'entendais beaucoup de personnes qui s'exprimaient. Et je me disais, alors bien sûr j'ai dit des choses, vous me connaissez, mais je me disais, mais bon sang, dans notre population, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas élèves, et il y a beaucoup de parents, et notamment les parents dont les enfants sont en IME, alors ceux qui sont nulle part, ça on le sait, mais ceux qui sont en IME qui ne sont pas des parents d'élèves. Et c'est pas normal.
doit tous être des parents d'élèves, quelle que soit la situation de notre enfant, pour pouvoir contribuer à l'œuvre éducative de notre pays. Donc voilà ce que... Et tout ça, ça va faire quoi? Tout ça, ça va faire qu'on va répondre aux enjeux de dignité de l'ensemble des personnes, et pas seulement les personnes handicapées. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, monsieur le préfet, de dignité et de citoyenneté. Et parce que par les réalisations que vous faites là, par les mobilisations que vous arrivez à faire à la DAPI 66, moi je suis super fière de pouvoir compter à la fois sur une association départementale, mais Jean-Jacques est aussi l'interlocuteur régional, puisqu'il est président de l'URAPI, donc l'UNAPI en région. Et vous avez beaucoup de chance de pouvoir compter sur sa détermination, mais il a besoin de vous. Parce que plus on sera nombreux à porter ces choses-là, alors il y en a qui savent bien parler, il y en a d'autres qui savent bien réfléchir, il y en a d'autres qui savent faire du bricolage. Il faut faire comme au tout début. On a tous un rôle à jouer, parents et professionnels, dans cet édifice. Mettons-nous tous ensemble et du coup, on aidera un petit peu mieux la ministre à réaliser ses objectifs. Voilà, merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, à Madame la Ministre, Madame Carlotti, que je remercie énormément d'être là avec nous aujourd'hui. Et vous avez pu voir parler de son humanité, on a pu le voir en direct. Bien évidemment, à Madame la députée, à Madame la présidente nationale de l'association, à Monsieur le président local, départemental, même régional, j'ai entendu, je ne me rappelais plus, c'est vrai, à Monsieur le préfet, à Madame la directrice de l'ARS, à mes collègues et amis élus au Conseil général, donc Pierre Estève, Élie Puigmal, et il y a Alexandre Rénal qui se cache quelque part également, à l'ensemble, à messieurs les maires qui sont présents aujourd'hui, que ce soit à Barreau ou à Saint-Estève, et surtout, bien évidemment, à l'ensemble des élus, mesdames et messieurs les élus, et à vous tous et à vous toutes qui êtes directement concernés, que vous soyez personnes handicapées mentales, que vous soyez parents ou amis des personnes handicapées mentales, que vous soyez les professionnels qui encadrent ces personnes. Je sais qu'il y a à la fois les professionnels de la DAPI, mais j'ai vu aussi un certain nombre d'associations, donc vous avez fait une large invitation, Monsieur le Président, d'autres associations autour du handicap. Je remercie aussi les services du Conseil général qui sont présents, que ce soit la directrice de la MDPH, le directeur PAPH ou le directeur général adjoint des solidarités au Conseil général. Bref, c'est un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être présents aujourd'hui, bien sûr parce qu'on inaugure les établissements, et quand on inaugure, c'est aussi pour dire, en tant qu'élu en tout cas, à tous et à toutes, voilà comment on utilise votre argent. Que l'argent arrive via l'État, qu'elle arrive via le Conseil général. Voilà un exemple de comment on utilise votre argent, puisque c'est l'argent des impôts globalement, en tout cas de la fiscalité globalement. Et il me semble que c'est important de pouvoir montrer ça, et surtout, j'ai envie de dire que c'est important d'être fier de pouvoir le montrer. Et quand on a un projet comme celui-là qui allie à la fois la qualité de vie des personnes, qu'elles soient handicapées ou non d'ailleurs, et puisqu'on parlait de développement durable, effectivement le développement durable, eh bien on en est d'autant plus fiers. Donc ça fait partie de ces enjeux sur lesquels on travaille depuis plusieurs années déjà, et vous l'avez dit, Jean-Jacques Trombert, à l'époque sous la présidence de Christian Bourquin, qui est aujourd'hui donc à la tête de notre région, mais qui est également parlementaire au Sénat, donc qui intervient dans tous ces choix qui sont finalement qui vont être à réfléchir et bientôt du coup à traduire en termes de décision. Et oui, c'est important d'avoir tous ces élus qui soient des élus de territoire et qui puissent porter la décision, qu'elle soit députée, qu'ils soient sénateurs, là-haut, en connaissance de cause, en connaissant les besoins du terrain, en connaissant les gens en direct, parce que c'est tout aussi important, en ayant ce contact humain et qui nous permet de garder, si je puis dire, autant que faire se peut, la tête sur les épaules et d'être dans cette relation-là avec vous tous et vous toutes. Alors effectivement, il y a des moments où c'est plus musclé. Alors moi, j'aurais pas parlé de pitbull, je ne me serais pas permise.
Mais que ce soit mes collègues et amis élus ou les services également, ou les responsables, c'est vrai qu'on a des réunions qui sont somme toute parfois musclées. Tant que ça reste au niveau des réunions et qu'effectivement on trouve ensemble des solutions, ça me va complètement. Il faut que ça reste là, effectivement. Donc, et quand on arrive à de telles réussites en termes d'investissement, on verra effectivement à l'usage pour celui qu'on vient de visiter à Bao, mais il me semble que ce soit réellement bien pensé, et j'en profite, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, remercier à la fois l'architecte et toute la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage autour de cet établissement, parce que ça correspond, me semble-t-il en tout cas, vraiment à la fois au bien-être des personnes qui vont y être accueillies et à leur devenir, mais vraiment, je crois que, et avant de terminer, il me semble qu'il est important de rappeler comment on amorce le travail désormais avec les différents niveaux, puisque je suis présidente du Conseil général et que effectivement j'ai en charge avec mes collègues ici présents, puisque Madame la députée est également au Conseil général, et j'en suis très fière parce que c'est riche pour moi comme pour nous tous de pouvoir continuer à travailler dans cet état d'esprit. Mais là, on est sur un chemin où enfin on peut travailler ensemble, on peut voir des perspectives ensemble, quel que soit le niveau de responsabilité, que ce soit avec les communes, que ce soit avec les intercommunalités, avec la région, avec l'État, au niveau des ministères. Merci beaucoup du travail et puis de l'accessibilité qu'il y a à ce niveau-là. Accessibilité, on en parle souvent par rapport aux personnes handicapées. Mais c'est universel, effectivement, et nous, on en parle également, puisqu'on parlait de transport et de la difficulté d'aller de Paris à Perpignan ou de Perpignan à Paris. Effectivement, ça reste compliqué. Donc, c'est vrai que là-dessus, on aimerait bien que ça avance. Donc, je me fais aussi je me fais l'écho des personnes qui l'ont dit, non pas pour rapprocher spécifiquement Paris de Perpignan, mais pour pouvoir ne plus être le maillon manquant, excusez-moi, par rapport à cette ligne TGV. Un petit message à votre collègue du transport. Mais voilà, sur une ligne comme celle-là, effectivement, il manque un tout petit maillon derrière lequel se sont investis l'ensemble des collectivités territoriales. Donc avançons là aussi, et c'est pour le bien-être de tous, que l'on soit handicapé ou pas d'ailleurs. Donc, ceci étant dit, effectivement, nous avons travaillé au Conseil général pour l'accessibilité de manière globale ou individuelle, d'ailleurs, je reprends le contre-pied de ce que vous disiez tout à l'heure, pour accueillir dans nos transports départementaux, cette fois, le fameux bus à 1 euro qui est maintenant connu dans la France entière et dont on est fier, là aussi, ça c'est le côté catalan. Et donc, là, printemps 2013, tous nos transports, toutes nos lignes de transport seront accessibles aux personnes handicapées, accessibles bien évidemment par rapport à la mobilité réduite, et sur toute l'accessibilité sur laquelle on réfléchit aussi, on continue le travail que l'on a engagé. On l'a vu entre autres avec la réserve de Nières, qui est une réserve naturelle régionale, avec des tas d'endroits comme à Poly également. Mais c'est vrai que c'est important de penser cette accessibilité sur tous les niveaux de handicap et pas seulement sur la mobilité réduite, même si ça semble plus facile à conceptualiser en tout cas. Bref, vous le voyez, le Conseil général, j'allais dire est partout. C'est pas qu'il est partout, mais c'est qu'il s'intéresse à tous les niveaux qui représentent la qualité de vie des concitoyens, des citoyens qui vivent sur un département, donc sur un territoire bien identifié, et qui continue à porter beaucoup d'espoir pour l'ensemble de ces citoyens. Et quand on est élu, ça fait partie aussi de nos convictions, de notre engagement. C'est vrai qu'on ne fait pas nécessairement de promesses, mais en tout cas, on a des engagements et on va au bout de ces engagements. Et c'est là-dessus que je conclurai mes propos, parce que ça fait partie des choses importantes et nobles, et tout ce que l'on peut entendre parfois
eh bien, il faut le savoir, ça nous atteint tout autant, puisque nous sommes des personnes à part entière, des humains à part entière. Et je pense qu'il est aussi de temps en temps intéressant de pouvoir dire, eh bien oui, on a des engagements, on les porte jusqu'au bout. Et c'est grâce à vous toutes et à vous tous que l'on fait cela. Et on continuera à le faire que si vous êtes avec nous, derrière nous, pour travailler pour le bien-être de l'ensemble des concitoyens, ici des Pyrénées-Orientales, bien évidemment. Merci beaucoup à vous toutes et à tous. Madame la ministre, monsieur le préfet, effectivement il y a ici beaucoup d'élus, mais aussi tous les représentants, je dirais, du monde médico-social des Pyrénées-Orientales, beaucoup d'associations, et je voudrais sincèrement vous remercier d'être là aujourd'hui. Alors, moi je n'ai que deux choses à vous dire. La première, c'est que, en tant que députée, moi, je continue à être convaincue que le plus important, c'est quand même avant toute chose d'être sur le terrain. Alors, je sais bien que quand on est député, parlementaire en général, on est élu pour aller faire les lois à l'Assemblée, et j'y étais encore ce matin sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et hier soir tard dans la nuit, et j'ai dû abandonner en route parce que eh bien, la ministre venait, et donc mon rôle était d'être ici. Mais je crois qu'il est extrêmement important d'être sur le terrain. C'est probablement ma vision de soignante avant tout, mais je ne suis jamais aussi à l'aise que quand effectivement je visite des établissements et que je rencontre des gens, parce que c'est mon métier de médecin et je suis faite comme ça, et donc je continuerai à sillonner l'ensemble des établissements et à vous rencontrer les uns et les autres, et à voir la réalité des choses sur le terrain, parce que je crois qu'il est important de ne jamais être déconnecté de la réalité. Alors, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voudrais vous dire, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'acteurs du médico-social des Pyrénées-Orientales, je voudrais vous dire que dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a prévu, et l'ensemble de la majorité des députés ont été d'accord, ils l'ont voté en commission des affaires sociales la semaine dernière. Le gouvernement a donc prévu une augmentation de ce qu'on appelle l'Ondam médico-social de 4%. Et c'est extrêmement significatif parce que pour le reste de l'Ondam, ce sera moins important, 2,7. Et on voit bien là la volonté du gouvernement et des parlementaires de la majorité, eh bien, d'aller dans le sens de tous ces besoins que vous décriviez. Alors bien sûr, le médico-social, il n'y a pas que les personnes handicapées, il y a aussi les personnes âgées, mais nous avons tous bien compris qu'il s'agit de deux domaines extrêmement intriqués, puisque il y a tout le domaine vaste de la perte d'autonomie, et puis le domaine évidemment du vieillissement des personnes handicapées. Donc je crois que c'est un signe fort envoyé par le gouvernement, c'est le signe fort aussi que nous avons une ministre qui sait défendre ces dossiers et qui a su eh bien, expliquer à l'ensemble du gouvernement et au Premier ministre que eh bien, les personnes en situation de handicap, c'est important. La deuxième chose que je voudrais vous dire dans ce domaine-là, c'est que donc, parmi les députés, vous savez que nous partageons le travail, il y a donc une commission des affaires sociales, où nous sommes un certain nombre, et parmi ces députés aux affaires sociales, dont je fais partie, nous sommes assez nombreux à être très actifs justement sur toute la question du handicap, et nous sommes très attentifs à que dans chaque projet de loi, il y ait effectivement quelque chose qui concerne les personnes en situation de handicap. Je ne prendrai qu'un seul exemple en ce qui concerne les contrats d'avenir que nous avons votés il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Vous savez, ce sont ces contrats qui vont être faits avec les collectivités locales ou les associations pour remettre dans l'emploi les jeunes de moins de 25 ans qui sont éloignés non seulement du système scolaire et de l'université, mais de toute formation, de l'emploi, et qui sont dans des quartiers ou des zones où il y a un fort taux de chômage pour les jeunes. Eh bien, les députés de la majorité, nous avons rajouté un amendement à ce texte qui a été adopté, le gouvernement l'a accepté. Ça a été de, justement, élargir la limite d'âge pour les personnes en situation de handicap, justement pour prendre en compte eh bien, les difficultés qu'on peut avoir pour trouver un emploi quand, déjà, par les temps qui courent, mais a fortiori, on va dire, quand on est en situation de handicap. Et donc, pour les personnes en
handicapés, la limite d'âge est donc de 30 ans pour les contrats d'avenir. Et nous entendons ainsi, pour chaque loi, être extrêmement attentifs pour pouvoir faire entendre, chaque fois que ce sera nécessaire, la voix des personnes en situation de handicap et de toutes les personnes qui s'en occupent également. Voilà ce que je voulais vous dire. Je terminerai en disant que, évidemment, je suis particulièrement heureuse d'avoir Marie-Arlette Carlotti, la ministre du Handicap et de l'Exclusion, parmi nous aujourd'hui. Je voudrais la remercier publiquement parce que c'est vrai que les Pyrénées-Orientales, c'est loin. Moi, je ne dis rien sur les transports, mais je voudrais remercier l'ensemble du gouvernement parce que nous en sommes quand même au 3e ministre depuis le mois de mai. Et nous avons eu Sylvia Pinel, la ministre du Tourisme, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et maintenant Marie-Arlette Carlotti, ministre du Handicap et de l'Exclusion. Je voudrais vous remercier d'être comme ça sur le terrain. Je crois que c'est extrêmement important. Mais j'ai cru discerner chez Madame la ministre, effectivement, une très grande part d'humanité. Et je crois que tout le monde a pu le constater lors de cette visite, mais je le savais déjà. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir effectivement cette vision quand on est dans ces postes élevés. Vous savez, on est dans les ministères. Et Marie-Arlette, je ne dirais qu'une seule chose, il faut que tu restes comme tu es. Comme je suis heureuse de ne pas être ministre des Transports. Mais j'ai entendu le message, ça veut dire qu'il faut que je lui fasse remonter des choses qui sont dites ici. Monsieur le préfet, madame la directrice de l'ARS, madame la députée Ségolène Deville, avec qui nous avons passé hier soir une nuit extraordinaire sur les bancs de l'Assemblée nationale pour parler du PLFSS jusqu'à point d'heure, madame la présidente du Conseil général, Hermeline Malherbe, comme ça fait plaisir de dire Madame la Présidente du Conseil Général, c'est si rare en France. Vous parlez aussi de transport, mais c'est presque logique, puisque vous êtes élu du centre du monde, de la gare de Perpignan. Donc, je comprends votre enclin à voir comment on peut se déplacer. Mais apparemment, les transports dans le département sont bien gérés et bien dotés. Monsieur le maire de Bao-Patricot, que nous avons vu tout à l'heure, monsieur le maire de Saint-Estève, Robert Villard, mes chers collègues conseillers généraux, parce que je suis aussi conseillère générale et j'y tiens particulièrement, conseillers généraux et vice-présidents, chère amie Élie Puigmal, cher Pierre Estève, qui je crois est un des pères fondateurs de ces projets, j'ai bien entendu, et Alexandre Reynal, que moi je dirais Reynal, puisque chez moi dans les roues on dit Reynal, chère Christelle Prado, présidente de l'UNAPI, cher président, je ne sais pas si je dois dire cher, parce que je ne vais pas l'appeler petite bulle au micro. Monsieur Jacques Trombert, merci pour votre énergie. Mesdames, messieurs, mesdames les présidents d'associations, mesdames, messieurs les parents, mesdames, messieurs les usagers, je ne sais pas comment on peut dire, parce que c'est effectivement essentiellement pour vous que je suis venue aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être ici. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu, je vais le dire. J'ai vu qu'il était possible d'apporter aux personnes handicapées à la fois des réponses globales et des réponses complètement individualisées. J'ai vu ce projet ici, que j'ai eu l'honneur d'inaugurer, qui est un beau projet, avec des unités restreintes, mais en même temps une capacité d'accueil suffisante. Je suis ravie d'être là. Franchement, je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Et je vous le dirai tout à l'heure, je crois que ce que je regarde ici va m'être utile pour mener une politique plus proche du parcours de vie des personnes handicapées. Je suis ravie d'avoir vu l'autre projet, celui d'avant, celui que vous allez inaugurer dans quelques jours, dans quelques mois, j'espère, enfin très vite, le plus vite possible, et d'avoir discuté avec des architectes, ces architectes un peu fous qui m'expliquent que le toit n'est pas un toit mais un 5e mur, que le couloir n'est pas un couloir mais une voie de circulation, qu'ils construisent en bois selon des méthodes à la fois contemporaines et archaïques. Enfin, je trouve que c'est un très très beau projet. Tout ce que j'ai vu ici m'a énormément plu. Et j'ai vu qu'il était possible donc de faire plein de choses pour les personnes handicapées. C'est précisément les principes que j'ai vus ici qui guident mon action. Je veux faire du handicap, tant que je pourrai, tant que ça sera possible, une situation ordinaire. Et je pense qu'il faut aussi, en même temps que c'est une situation ordinaire, prendre en compte la spécificité de chacune des personnes en situation de handicap. C'est ma conception que je porte, moi, de la justice. C'est mon engagement, la justice. Je crois qu'on est tous égaux et tous différents. Et nous devons faire à la fois preuve de solidarité
et une attention très forte que nous devons porter à l'autre. C'est mon engagement politique. Concilier ces deux principes, pour moi, c'est un vrai défi. Et de ce point de vue, ce que vous avez fait ici est véritablement assez exemplaire. Je suis ravie d'aller sur le terrain, de ne pas effectivement rester dans mon bureau, dans des dossiers, pour venir voir ce genre d'expérience, et pour peut-être les développer, les multiplier, et en faire un vecteur de ma politique. Vous avez su constituer des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des infirmières, des aides-soignants, des psychologues, des médecins, mais aussi des cuisiniers et des personnes d'entretien. Grâce à l'ensemble des professionnels que vous avez rassemblés, et je tiens ici à les saluer et à les féliciter pour le travail qu'ils font, parce qu'ils sont partie prenante des équipes. Les personnes handicapées sont accompagnées, elles sont écoutées, et quand je vois ça, j'ai l'impression qu'elles sont choyées. Grâce à l'ensemble de ces professionnels, les personnes handicapées peuvent faire du sport, de la musique, ils peuvent faire peindre, ils peuvent faire du théâtre, et ils peuvent faire des bijoux, et je remercie les filles qui m'ont offert ça tout à l'heure, c'est très joli, merci beaucoup. Ils peuvent sortir, faire des courses, aller au cinéma, aller voir des expos, elles peuvent cuisiner ou jardiner, j'ai goûté tout à l'heure des choses assez délicieuses qu'elles avaient cuisinées ou qu'ils avaient cuisinées. Bref, elles peuvent faire tout simplement ce qui rend la vie riche et intéressante. Elles peuvent, ces personnes, vous pouvez, comme tout un chacun, éprouver la joie de créer et de s'amuser. Elles peuvent, vous pouvez, comme tout un chacun, ressentir le bien-être d'avoir accompli un effort physique. Elles peuvent, comme tout un chacun, avoir le plaisir de la découverte. Comme tout un chacun, elles peuvent être fières d'avoir su préparer un plat ou de faire pousser une plante. Comme tout un chacun, vous avez envie de mener une vie tout simplement ordinaire, avec tout ce que nos vies ordinaires ont de assez exceptionnel, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Grâce à l'ensemble des professionnels, je le répète, grâce à l'ensemble des associations qui vous encadrent et des responsables, les personnes handicapées restent et resteront autant qu'elles le pourront, des personnes autonomes, des personnes qui ont le choix, qui veulent faire le choix de mener une existence comme elles l'entendent, même si à tel ou tel moment, elles ont besoin d'une aide, peut-être plus ou moins intense, plus ou moins forte. Et ça, il ne faut pas lâcher, bien sûr, il faut les accompagner. Rien ne remplacera, bien entendu, le travail des professionnels. J'ai été un peu longue, mais je voudrais leur rendre hommage. Mais il y a aussi les moyens. Je sais que c'est un drôle de mot, mais il y a aussi les moyens. Il faut en parler. Vous savez que nous sommes un énorme travail sur le désendettement de l'État et que c'est absolument essentiel. C'est un cap que nous voulons tenir et nous voulons le tenir pour nous et pour nos enfants pour que nous gardions la maîtrise de notre avenir. Mais je le répète, parce que je l'ai déjà dit devant les députés de l'Assemblée nationale, le redressement des finances publiques se fera, mais il se fera dans la justice. Il sera donc demandé un effort particulier à ceux qui peuvent contribuer plus que les autres. Le redressement se fera, mais il se fera dans la solidarité. Avec un budget de 20 milliards d'euros pour la politique du handicap, le gouvernement a tranché. Ce ne sont pas les plus vulnérables qui feront les frais de la dette. Je veux donc mobiliser ce budget dans plusieurs directions. Permettez-moi d'en évoquer que deux. Bien sûr, la première, ça sera, parce que je mélange le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Donc permettez-moi de mélanger tout ça pour vous présenter. Bien sûr, on créera cette année, en 2013, 3000 places supplémentaires. Mais plus que ça, c'est cette année que nous allons faire un vrai retour sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons bien combien il y a des déficits en matière d'accueil d'autisme. Nous allons donc nous attacher à travailler là-dessus, et en particulier d'autistes adultes. Nous voyons bien qu'il y a un retard important en matière d'accueil du handicap psychique. Nous savons qu'il y a un retard important en matière de polyhandicap. Et nous savons que nous ne sommes pas encore penchés suffisamment sur la personne handicapée vieillissante, que vous êtes en train de faire. Vous faites des projets ici qui peuvent énormément nous servir. Moi, j'ai énormément besoin à la fois de travailler sur les ESAT, voir comment on peut garder des personnes vieillissantes à l'intérieur, peut-être en mettant de l'emploi à temps partiel, comment les sortir de ces ESAT, peut-être en faisant et en généralisant ce que vous êtes en train de faire ici. On a besoin de créer des lieux, peut-être, où encadrer davantage des personnes vieillissantes et handicapées, mais pas forcément dans les maisons de retraite. On n'est pas vieux
au même âge, ni de la même manière. J'ai compris aussi combien vous aviez envie qu'on regarde de plus près tout ce qui est accompagnement, forfait de soins et accompagnement, tout ce qui se passe ici. Nous avons vraiment un regard cette année sur cette question et avec ma collègue Delaunay, nous allons y travailler particulièrement. Comment mieux accueillir, comment mieux accompagner, comment mieux faire en sorte que la vie de la personne handicapée vieillissante soit cadrée, encadrée, en la respectant. C'est vraiment une de mes priorités pour cette 2013. Mon objectif, vous l'avez compris, c'est la qualité de l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai voulu dans ce budget mettre le soutien aux structures existantes, les soutenir, les renforcer et permettre de leur faire développer des passerelles, permettre de les faire développer des passerelles à la fois entre elles et à la fois avec les soins à domicile, les liens à domicile, l'accompagnement à domicile. C'est ça que je veux faire, du qualitatif. Les ESAT, par exemple, comme les établissements médico-sociaux, ont été contraints dans ces dernières années à des économies drastiques. C'était difficile pour eux. Je veux qu'en 2013, on rompe réellement avec cette logique. J'augmenterai pour les établissements médico-sociaux comme pour les ESAT le taux de reconduction appliqué aux moyens existants ainsi qu'à la masse salariale. Je le fais pour mieux encadrer les personnes en situation de handicap. Je le fais pour que les professionnels soient de meilleure qualité, pour qu'ils aient une évolution de carrière, pour qu'on arrête cette façon. C'est 200 000 salariés qui se trouvent dans les établissements. Je ne sais pas combien se trouvent dans les ESAT, ni combien se trouvent dans les soins à domicile, dans les accueils à domicile. C'est un vecteur extrêmement riche. Il faut qu'on le soutienne. Ce vecteur nous permet d'accompagner de façon qualitative les personnes. Et pour les ESAT, nous garantirons un complément de revenus pour les usagers, ce qu'on appelle l'aide au poste. Nous augmenterons cette année ce qu'on appelle l'aide au poste de plus de 2%. Nous mettrons également une vraie volonté en matière d'investissement dans les ESAT, 2,5 millions d'euros pour cette année, alors que c'était qu'1 million d'euros l'année dernière. Donc vous voyez, une vraie volonté de consolider les structures, de faire du qualitatif, d'élaborer des passerelles et de prendre tous les projets innovants pour les porter et les développer. Mon but, c'est que les personnes handicapées reçoivent un accompagnement personnalisé, respectueux de leurs aspirations. Et par exemple, j'ai découvert dans d'autres déplacements, parce que je veux me déplacer partout, que tant du point de vue des finances publiques, puisqu'il faut parler de ce genre de choses, comme du point de vue de la personne prise en charge, on ne peut pas imposer aux personnes handicapées psychiques des hospitalisations non appropriées, trop longues, trop lourdes. Nous sommes allés visiter un établissement ensemble. Je veux changer le regard sur le handicap psychique qui a été trop stigmatisé ces dernières années. Je veux permettre aux personnes handicapées psychiques de sortir de leur enfermement, leur permettre, comme les autres, de pouvoir s'épanouir. Pour prendre en compte au mieux les personnes, j'ai la conviction que nous devons nous rapprocher de ces personnes. Et je partage cette conviction avec le président de la République dans ses propos sur la décentralisation. Décentralisation qu'il a dessinée. Il a parlé d'un partenariat fort entre un État stratège et entre les collectivités locales. Parce que ce sont les collectivités locales, et ils sont là, ils peuvent le dire, et nous avons tous cette expérience. Ce sont les collectivités territoriales qui expriment au plus près des citoyens, qui agissent au plus près des citoyens. Alors, il ne s'agit bien pas du tout, évidemment, de vente à la découpe de la politique du handicap. Depuis le pacte de 1945, la politique du handicap est une politique partagée. Partagée avec les conseils généraux, qui sont énormément partie prenante, aux côtés de l'État, aux côtés de l'assurance maladie, aux côtés des associations de personnes en situation de handicap. En ce qui me concerne, puisque cette décentralisation va être engagée, je veillerai, croyez-le, à ce que les associations que vous représentez continuent à jouer un rôle moteur, notamment au sein des MDPH, au travers de la commission départementale des personnes handicapées. Pour moi, il n'est pas question, sur certains points, de revenir en arrière. La décentralisation, je crois, sera une chance. Elle ne signifie en aucun cas la défection de l'État. Je ne le conçois pas comme ça. L'État doit être le garant de l'équité, de la justice sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, on a beaucoup à faire, car il y a trop de disparités d'un territoire à l'autre dans notre pays. Mais l'établissement d'un partenariat qui doit exister entre l'État et les conseils généraux en particulier, afin que soient clarifiées les compétences de chacun. La logique de bloc de compétences est nécessaire
pour redonner de la cohérence à une politique publique du handicap. Quand on voit ici l'action que mènent les conseillers généraux, Madame la Présidente du Conseil général, on se dit qu'on a à se réjouir de cette initiative, à condition que l'État et les collectivités locales et les associations avancent main dans la main. Si ces projets et d'autres sont indispensables à un accompagnement de qualité des personnes handicapées, en fait, dans la réalité, vous le savez, vous le portez tous autour de vous, c'est le premier message que vous m'avez fait passer, Madame Prado, lorsque l'on s'est rencontrés. En fait, tous les projets que nous menons pour les personnes handicapées, eh bien, ils sont indispensables pour notre société tout entière. Ils rappellent ce que signifie vivre ensemble. Ils rappellent donc à nous, les politiques, le vrai sens de la politique, le vrai sens de notre engagement. Nous formons une seule et même communauté. Et nous avons à cet égard une obligation de solidarité les uns envers les autres. Et lorsque cette obligation est respectée, eh bien, nous nous rapprochons de l'idéal républicain qui nous unit. Pour moi, la République, c'est un combat, c'est jamais acquis, définitivement. Nous devons rester vigilants pour que nous puissions vivre et faire vivre cet héritage. Je sais que dans les Pyrénées-Orientales, ces valeurs sont défendues. Elles sont défendues par des personnes de conviction. Madame la députée Ségolène Neuville a défendu ces valeurs avec force et avec succès contre toutes les forces réactionnaires qui se sont liguées contre elle. Elle a gagné et elle a bien fait, parce qu'aujourd'hui, c'est une force d'appoint extraordinaire au sein de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et sur l'ensemble des questions du handicap. Vous ne pouvez pas savoir comme elle est précieuse. Madame Hermeline Malherbe, présidente du Conseil général, votre institution est entièrement tournée vers la solidarité. Je sais que vos conseillers généraux sont avec vous sur cette question. Merci du travail que vous faites. Merci de la façon dont vous portez votre département dans les Pyrénées-Orientales. C'est vraiment pour moi une fierté d'être à côté d'une présidente du Conseil général. Chez moi, c'est pas demain la veille. Madame Christelle Prado, comme par hasard, je cite 3 femmes, excusez-moi, présidente de l'UNAPI. Votre engagement, il est connu, moi je l'ai vu tout de suite, il est entier, il est précieux. Et je viens de le constater encore aujourd'hui à travers votre déplacement et ce que vous venez de dire. Je crois que notre pays a la chance d'avoir des femmes, mais il y a aussi des hommes. Excusez-moi d'avoir cité 3 femmes pour finir. J'ai pas cité le monsieur, mais je l'ai fait exprès, vous avez bien compris. Je me venge de son mauvais caractère. Nous avons la chance dans ce pays d'avoir des hommes, parce que je ne suis pas sectaire, et des femmes de cette trempe-là. Je crois qu'il faut continuer ensemble, continuons ensemble, parce que dans le domaine du handicap, il y a tant et tant de choses encore à faire ensemble. Merci. Alors, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de l'UNAPI, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le maire de Saint-Estève, qui nous fait l'honneur encore une fois d'être parmi nous, et tous les élus, bien sûr, et mesdames et messieurs. Alors, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce samedi 27 octobre, et je tiens particulièrement à vous remercier de votre présence nombreuse pour un samedi matin. Quelques hommes ont fait remarquer que ce n'était pas l'heure la plus appropriée, mais enfin, en tous les cas, vous êtes très nombreux. Merci. Alors, ce siège représente notre fierté parce qu'il légitime notre action sur le département. Nos missions sont les suivantes. Offrir aux établissements et services gérés une prestation mutualisée et spécialisée. Garantir la cohérence de la politique associative dans l'application du projet associatif, de la convention collective, de la gestion financière, de l'évaluation et de la sécurité. Assurer l'interface avec les partenaires institutionnels, autorités de tarification, fédérations du secteur et réseaux sociaux. Amener des propositions au conseil d'administration et aux directeurs d'établissements et services. Favoriser les travaux de recherche et l'élaboration des projets d'établissements et services. La détermination de la politique de l'association par des parents bénévoles est une donnée essentielle qui caractérise l'ADAPI 66 et qui la distingue, en ce sens, des associations dont le mode de fonctionnement est différent. Elle garantit notre indépendance,
C'est une plus-value apportée au service qu'elle rend. Je remercie pour tout le travail accompli les équipes de direction, l'ensemble des personnels et l'équipe du siège, bien sûr, qui depuis quelques jours, comme toutes les autres équipes, sont mobilisées, et la confiance que nous accorde tout le conseil d'administration. En conclusion, je remercie également les services du conseil général, les services des ARS, pour la qualité des échanges et la prise en compte de nos dossiers. Messieurs, dames, merci. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de l'UNAPI et chère Christelle, je n'en rajouterai pas, tout a été dit à l'instant. Merci à tous les élus, les directeurs et les présidents d'associations, vous êtes très nombreux aujourd'hui. C'est un peu un étonnement, parce qu'il est vrai qu'après la journée de jeudi avec la ministre qui avait mobilisé beaucoup de monde, je me disais, ben, aujourd'hui il y aura quand même beaucoup moins de monde, on ne peut pas être tous les jours avec la TAPI. Eh bien si, il y en a qui le sont presque tous les jours, et je remercie particulièrement Monsieur le Préfet, qui a souvent d'autres chats à fouetter que de venir à ce genre d'inauguration, et on y est très très sensible. Je vais faire un petit historique de nos sièges. L'association a quand même est née en 1959, il y a 53 ans. Et le premier siège a été ouvert en 1912, l'avenue Maréchal Leclerc. Celui-là, je ne l'ai pas connu, parce que mon fils est né après. Par contre, en 81, il y a eu l'ouverture du deuxième siège, le boulevard Clémenceau à Perpignan. Celui-là, je l'ai connu. Parce que mon fils venait de naître, et très rapidement, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai appris qu'il était trisomique, c'était de chercher dans l'ANER une association de personnes handicapées mentales. Et j'ai trouvé la TAPI, et je suis allé boulevard Clémenceau, et j'avais été reçu par Madame Prêtre. En 1984, parce qu'à chaque fois qu'on investit un siège, dans les mois qui suivent, on se retrouve à l'étroit. Donc on est en recherche très rapidement d'un autre siège. En 84, c'était rue Pierre-Talrich à Perpignan, qui a été terrible. Il y avait des marches de vraies échelles et impossible de se garer correctement dans le quartier. Après ça, on s'est trouvé comme beaucoup mieux. En 89, on a déménagé rue Valdec-Rousseau, toujours à Perpignan. Rue Valdec-Rousseau qui est occupée aujourd'hui par notre CESAD et qui devrait déménager l'année prochaine pour remplacer les locaux que l'on laisse vacants à Poyestre. Vous voyez, tout ça, c'est toujours les effets dominos, les effets cascades. Voilà, et en 2005, on a transféré le siège à Poyestre en même temps que l'installation de notre IME, les Peupliers, qui venait de Pompas. En 2010, nous avons acheté un terrain à Torremila Fraternité, et ça a été assez long malgré tout, pour arriver aujourd'hui donc à ce nouveau siège à Torremila à Perpignan. C'est donc le 6e siège de la TAPI 66. Il est construit sur un terrain de 3000 m², et c'est important, vous pourrez jeter un coup d'œil tout à l'heure sur les espaces paysagers, qui ont été d'ailleurs faits par notre exemple Envol. Il a été vendu, je dirais, à bas prix par la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée. Et il n'aurait pas vu le jour, et je voudrais le souligner quand même, sans le soutien de Jean-Paul Alduy. Je sais qu'il doit regretter de ne pas être parmi nous, mais il est représenté par Madame Masse. Et vraiment, on lui doit beaucoup parce qu'on voulait nous imposer des entreprises qui nous demandaient un coût qui était dépassé largement notre enveloppe. Je disais tout à l'heure que le beau n'est pas forcément plus cher que le moins beau. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des limites, et on ne pouvait pas. Et c'est vrai que c'est Jean-Paul Alduy qui a tout débloqué en disant la TAPI construira là où on lui a dit de construire, on lui a l'autorisé, et il fera ce qu'il voudra. Ce qui nous a permis de nous installer ici. Sans lui, on ne serait pas ici, c'est certain. Et je l'en remercie, vous me ferez ma porte-parole. Voilà, nous nous trouvons ainsi sur un site aéré, vaste et visible. Et nous avons anticipé, comme je disais à Monsieur le Préfet tout à l'heure, l'expansion de l'association en prévoyant la possibilité de construire un étage. Ce qui pourrait peut-être venir plus vite qu'on peut l'imaginer. En tout cas, c'est prévu. Voilà, nous sommes fiers, vous avez vu les grandes enseignes à TAPI 66, Madame la ministre qui revenait de l'aéroport jeudi est passée devant, tiens, qu'est-ce que c'est que cette TAPI? On voit la TAPI, et c'est important. On n'a pas à se cacher, il fut une époque où nos familles cachaient leurs enfants. Maintenant, c'est terminé. On doit être fiers de nos enfants adultes handicapés, et on doit être fiers de notre association, et on doit le montrer. Et c'est en le montrant qu'on se fait connaître. Et en se montrant, ça permet une meilleure intégration de nos personnes handicapées mentales. Donc il n'y a pas à rougir de se montrer, il faut se montrer, et là je crois qu'on est bien montré, d'autant plus qu'on est le long d'une voie de circulation qui est quand même très très passante. Donc nous sommes fiers de ces enseignes qui sont bien visibles. Et ce siège permettra également à notre personnel de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Monsieur le Préfet, vous ne connaissez pas notre ancien siège à Poyès, mais c'est vrai qu'on y était très, très exigu, et même à la limite de la sécurité, puisqu'on avait quelquefois l'obligation d'entasser des cartons, des dossiers devant des visites de secours, ce qui n'était pas tout à fait l'idéal. Donc c'est vrai que les conditions de travail se sont quand même bien meilleures.
La grande salle de réunion, ici, est particulièrement intéressante puisqu'elle peut accueillir une bonne trentaine de personnes assises autour de table, et c'est là que se tient le conseil d'administration. Mais également, si on ne met que des chaises, on retire les tables comme ici, avec des chaises, c'est une salle qui peut contenir 70-80 personnes, ce qui nous permettra de faire nos réunions de formation, d'information, plus facilement et sans être à la recherche continuelle de salles, parce que c'est un problème, je crois, qui est général en France, et en tous les cas, certains dans le département, la difficulté de trouver des salles pour nos fêtes et nos réunions. D'ailleurs, Saint-Estèphe, qui est mitoyenne avec cette partie de Perpignan, nous accueille très souvent, et je remercie Robert Villa, son maire, parce que c'est vrai que c'est une commune qui est très très accueillante. On y a d'ailleurs beaucoup d'établissements à Saint-Estèphe. Voilà, je voudrais remercier particulièrement les Atlanvols, qui a donc largement participé à cette réalisation. En effet, l'équipe menuiserie a dessiné et fabriqué sur mesure tout le mobilier. Je dis bien dessiné et fabriqué. C'est vraiment une création totale, ainsi que les espaces verts. Ce sont eux qui ont dessiné tout l'espace paysager et l'ont construit. Un très grand bravo donc et un immense remerciement pour tous les travailleurs handicapés et les équipes d'encadrement et la direction de Les Atlanvols. Je vous remercie. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est vrai que j'ai presque salué toutes les personnes qui étaient là. Monsieur le préfet, je fasse le protocole parce que... Bonjour monsieur le préfet. Monsieur le conseiller général, madame la conseillère régionale, monsieur le maire, je suis contente de pouvoir vous saluer aujourd'hui, même si vous étiez présent avant-hier, mais voilà, le protocole ne permettait pas que vous vous exprimiez et je tiens à vous rendre hommage aujourd'hui parce que je sais que vous êtes un vrai compagnon de l'association, cher Jean-Jacques. Tout à fait. Voilà, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais vous m'accueillez pendant 3 jours, mais si vous vouliez que je reste, vous ne feriez pas autrement. Et c'est vraiment, je ne vois que des choses formidables, des gens heureux qui savent partager. Et je voudrais rendre hommage à une dame qui est là, Madame Coy, c'est comme ça que ça se dit votre nom? Coy, voilà, parce que vous avez des accents, hein, c'est pas celui de Normandie. Je voudrais vous rendre hommage parce que si aujourd'hui l'association peut accueillir toutes ces personnes, c'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui un jour ont mis le pied à l'étrier des autres parents. Et moi, c'est en voyant des personnes comme vous que je me suis dit, ouais, tu peux y aller ma fille, tu peux t'engager, parce que quand on est engagé, quand on y croit, on reste jeune, on n'a jamais d'âge. Alors merci pour ce que vous savez tous porter pour que nous, derrière, on puisse s'engager. Je voulais vous dire aussi qu'avec ce qu'on voit ici, bon, vous savez, je suis parent, comme beaucoup d'entre vous. J'ai fait mon testament à 23 ans. Et c'est depuis que je suis dans une association avec vous tous que mon testament, je l'ai mis à la poubelle parce que je peux m'en aller. Je sais qu'il y en aura toujours un d'entre vous qui sera vigilant et que ma fille aura toujours des parents qui seront différents, mais aura toujours des parents. Et je crois que c'est le sens de nos associations, de cette communauté de destin où on se sent rassuré parce qu'on sait toujours qu'il y en a un autre qui veillera le jour où nous, on ne pourra plus veiller. Voilà. Je voulais dire ça aussi parce que ça me semble important. Je voudrais souligner la militance de cette association. Elles ne sont pas toutes comme ça malheureusement et j'aimerais bien que ça soit un peu contagieux. Une vraie militance et une bonne gouvernance entre parents et professionnels parce que si cette alchimie-là elle n'est pas bonne, s'il y a un déséquilibre, l'association va mal. Et là, l'association va bien, en tout cas, ça se voit assez vite hein, quand on se déplace. L'association va bien, et c'est grâce à vous tous. On a vu des enfants hier à l'IME super heureux, qui apprenaient plein de choses. Et je me disais, mais si tous les gamins pouvaient avoir autant d'espoir dans la vie, ben, on aurait une belle France. Et voilà, je pense qu'il faut que les enfants de la République qui sont en milieu ordinaire arrivent un peu plus à rencontrer nos enfants, parce que je pense qu'ils auront moins peur de l'avenir. Ils seront rassurés sur leur avenir. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais tous vous remercier vraiment de votre accueil. Je suis très fière d'être avec vous parce que ça me donne de la force pour continuer et je témoignerai de ce que vous faites ici pour que ceux qui baissent un peu la garde parce qu'ils sont fatigués sachent
que les plus anciens militent, les plus jeunes militent, que c'est possible, qu'il n'y a pas de différence générationnelle, qu'on va tous dans le même sens, et c'est dans le sens de la citoyenneté des personnes handicapées mentales. Voilà. Monsieur le préfet, monsieur le président, madame la présidente, monsieur le directeur général, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Écoutez, c'est encore aujourd'hui un bonheur que d'être avec l'ADAPI, avec qui on travaille tout au long de l'année dans le cadre de votre mission et de la mission et des compétences qui sont celles du Conseil général. Alors, 2-3 mots par rapport à ce que vous venez de dire, madame. Il me paraît éminemment important de souligner le regard des autres, le regard croisé que nous devrions avoir les uns et les autres, que nous soyons, je dirais, citoyens ordinaires ou citoyens différents. Et je crois que Saint-Estève est une commune qui peut s'enorgueillir d'être une commune de ce style-là, si je puis dire, par rapport aux 3 structures de la DAPI qui sont sur cette commune, et donc sur le canton également. Et il est vrai que les gens de Saint-Estève ont une habitude de voir tous les jours les résidents des différentes structures se lever, prendre les bus ou les différents transports en commun et aller travailler. Donc je crois que là, nous devons accentuer pour que ce regard puisse permettre aussi à nos générations futures d'y être un peu plus préparées afin de ne pas avoir peur de cet avenir. Dont le Conseil général, et je vous apporte bien sûr le salut amical et fraternel de la présidente Hermine Malherbe, qui était là bien sûr le jour de la venue du ministre, et que je représente avec beaucoup de plaisir et de bonheur aujourd'hui dans le cadre de notre mission. Un mot également à travers ce qui a été dit sur le président Jean-Jacques Tromber et sa structure. Moi je travaille, je dirais, et je salue Francis Roch, qui est là aussi dans le cadre d'une autre association, et à travers la commission exécutive de la MDPH, dans laquelle nous effectuons un travail au quotidien éminemment important pour toutes nos personnes handicapées. Et je veux, ici devant vous, une fois de plus, saluer toutes ces associations qui concourent au bien-être de nos personnes handicapées, de nos enfants handicapés, mais également, je voudrais saluer devant vous l'énorme travail de la MDPH 66, qui fait un travail énorme et qui permet, entre autres, dans le cadre de vos réalisations, de vous accompagner dans vos travaux. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, une bonne journée et longue vie à la DAPI. Cher président de l'ADAPI 66, madame la présidente de l'UNAPI, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je l'avais promis de longue date, vous le savez, monsieur le président, et j'ai voulu vraiment tenir cette promesse, et je ne force pas beaucoup d'ailleurs. Il y a quand même de belles semaines pour l'ADAPI, hein, parce que ça n'est une. Vous avez 3 jours. J'ai trouvé d'ailleurs que la couverture de presse était excellente sur la visite de madame la ministre. Et c'est vraiment très important. Madame la présidente de l'UNAPI, c'est pas à vous que je vais dire. D'ailleurs, j'ai été assez touché par ce que vous venez de dire. Quant à l'affichage que vous énonciez, à la fois du beau et sans complexe, qu'une association de parents et adultes handicapés doit désormais avoir dans une société moderne et évoluée. C'est un peu d'ailleurs ce qui caractérise une société moderne et évoluée, c'est de pouvoir accepter et intégrer le handicap mental, qui est sans doute le plus compliqué et le plus cruellement ressenti par les parents, mais en même temps celui qui nécessite justement ce lien social encore plus fort, encore fraternel, qu'on retrouve dans nos sociétés. Et d'ailleurs, à cet égard, certains pays nordiques ont une intégration plus importante que la nôtre encore, notamment en âge scolaire, enfin dans les années scolaires, de façon à habituer les jeunes enfants à avoir cette proximité-là avec des enfants handicapés mentaux. Et l'acceptation ensuite, l'acceptabilité sociale est beaucoup plus grande et décomplexe d'ailleurs les parents, parce que le drame de ce pays, comme beaucoup de pays latins, c'est que le premier décomplexe est celui ressenti par les parents. Et ça rend leur vie personnelle, intime, familiale, sociale, très compliquée. Et c'est le regard des autres qui complique la chose. C'est pas tellement leur approche personnelle. C'est pourquoi, de ce point de vue-là, y compris avec l'accessibilité handicap, que vous avez particulièrement porté, cher président, je crois qu'il faut améliorer ça et ne pas concevoir que l'accessibilité, en effet, donc l'interprétation, pour les raisons que je viens d'indiquer, parce que nous sommes un pays latin, n'est perçue que comme l'accessibilité au handicap physique.
L'accessibilité au handicap mental, évidemment, correspond à des notions différentes, mais doit être portée par les institutions publiques que nous sommes, la maison du handicap, bien entendu, et toutes les politiques portées par les collectivités territoriales, singulièrement le département, puisque c'est dans ses attributions, mais également l'État, l'école, enfin, j'ai beaucoup dit là-dessus, et ce que je n'ai pas dit, vous savez l'interpréter. Belle semaine parce que l'ADAPI 66, vous l'avez dit, Président, tout à l'heure, elle est née en 1959. Je rappelle d'ailleurs que donc ça fait, nous inaugurons ici un 40e anniversaire, puisque le premier siège social c'était en 72. 50e. Oui, mais 50e, tout à fait, 70. Le premier siège social c'était en 72. Elle a été reconnue d'utilité publique en 74, ce qui est à peu près le cas pour bien des ADAPI qui avaient été créés autour des années 60. Et ensuite, évidemment, il y a eu une progression successive, je ne vais pas reprendre celle du Président, entre 1972 et aujourd'hui. Je rappelle simplement qu'en 1972, il y avait 3 établissements, Madame la Présidente. Si j'ai bonne mémoire, si les notes qu'on m'a fournies étaient bonnes, il y avait un CAT, un IME et un foyer. Depuis, sur ces 40 ans d'existence, nous sommes à 11 établissements. 12 depuis très récemment. Mais vous avez fait un peu le tour de l'ensemble des structures durant ces 3 jours. Je ne sais pas si la présidente de l'UNAPI, cher président, reste presque 3 jours, sans doute, oui, 3 jours. 3 jours dans un département. Mais en tout cas, je m'en doutais, c'est pourquoi je le souligne. Ça veut dire quand même que durant ces 40 ans d'existence, enfin 40 ans du moins d'implication forte, c'est pas dû au hasard tout ça. C'est pas dû au hasard d'avoir des structures qui sont sans doute les plus nombreuses et les mieux adaptées de la région. C'est pas dû au hasard, c'est essentiellement lié au dynamisme, vous venez parfaitement de le dire, mais c'est essentiellement lié à l'implication personnelle des dirigeants, évidemment du directeur, parce que derrière il y a toute une gestion et elle est de plus en plus compliquée lorsqu'on a 12 établissements, lorsqu'il y a du personnel, lorsqu'on gère pratiquement 400 enfants et adultes handicapés dans le département, mentaux bien sûr. Ben, ça suppose évidemment une organisation comptable, une proposition de gestion. D'ailleurs, j'observe que sur l'ensemble de vos structures, il y a beaucoup d'autofinancement, il y a beaucoup d'emprunts, il y a beaucoup de participation associative. C'est dire que la collectivité publique, celle de l'État, évidemment dans le fonctionnement, on est là. Mais dans la construction, dans l'investissement, bien souvent, sous réserve évidemment des aides que les collectivités peuvent apporter, notamment sur le foncier, ça dénote également une excellente gestion administrative. Donc, c'est une double réussite que souligne d'ailleurs ces 40 ans d'existence et la progression que je viens de dire quant à l'offre aux adultes et enfants handicapés. C'est une double réussite. La première, c'est évidemment l'objet, les objectifs d'une API et de l'ADAPI est particulièrement traduit dans ce département, Madame la Présidente, je ne vous le redis pas, vous l'avez vous-même mesuré. Deuxième réussite, l'offre aux adultes et enfants, même si le Président a raison, le vieillissement est un enjeu d'avenir pour l'ADAPI, et c'est d'ailleurs l'enjeu majeur, parce qu'il ne se posait pas il y a 30 ans, et il se pose aujourd'hui d'une façon très forte. Et la troisième réussite, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ça se fait dans une gestion intégrée, prudente, prévisionnelle, prospective, et c'est autant de qualités dont je félicite bien sûr le président Trombert, même s'il veut s'arrêter, sa vice-présidente va prendre le relais, mais de toute façon il ne vous lâchera pas. Je vois les choses venir comme ça, et ça restera un homme fort, ne fût-ce que par ses mandats qui sont régionaux et nationaux, mais il aura toujours un regard très attentif, au moins pour vous permettre de faire vos premiers pas, même s'il y a longtemps que vous l'accompagnez, que vous en connaissiez sans doute à la fois les qualités et les défauts. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Ah non, moi, vous avez remarqué que j'en ai pas rajouté. J'en ai pas rajouté sur votre caractère. J'en ai pas rajouté sur votre caractère. Je me suis beaucoup instruit de l'inauguration de notre après-midi. Et je me suis dit que c'est en fait, en plus, j'ai considéré que c'était pas complètement légitime. C'était pas complètement légitime. Parce qu'après tout, pour toutes les raisons que j'ai indiquées avant ma conclusion, et notamment la typologie, la sociologie de notre pays, si on n'a pas des hommes comme ça, ça ne peut pas avancer. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie.
Bien, écoutez, merci à tous encore une fois.